Quello che mi piaceva di Rimbaud erano due cose: il linguaggio dell'avanguardia, perché io amavo gli scrittori dell'avanguardia di allora, e poi la rivolta. Mi ha stoccato Il fratello di Mussolini, appena usciti Indifferenti. Disse così: vorremmo sapere se la gioventù italiana deve leggere i libri di De Cobra, inventore di facili avventure per decadenti, di Remarque, distruttore della grandezza della guerra, e di Moravia, negatore di ogni valore umano. Ogni scrittore ha una chiave per aprire la porta del reale. La chiave per Proust era o l'omosessualità o lo snobismo. Per Balzac la chiave era il denaro. Per Dostoevsky la chiave era l'omicidio. Ora io modestamente ho come chiave una cosa molto comune, molto diffusa, il rapporto sessuale. Al tempo degli Indifferenti non si poteva descrivere il sesso e non veniva neanche in mente, infatti gli Indifferenti non contengono particolari sessuali. Poi c'è stata la rivoluzione sessuale, c'è stato Freud, la psicanalisi. Io scrivo quello che pensa la gente parla del sesso apertamente. L'Indifferenti è stato un grande successo, sia di critica che di pubblico per l'epoca. Di critica enorme, ho avuto degli articoli su 6 colonne. Il pubblico ha venduto 1000 copie, 1200 copie. Ho sognato che mi trovavo in una cittadella, non sapevo come c'ero arrivato. Comunque era estremamente inospitale e piena di trabocchetti. Desideravo fuggire, partire. E qualcuno, non so se il sindaco o quale autorità, mi diceva che sarebbe stato possibile, a una condizione: dovevo sposare Alberto Moravia. Sai che nei sogni tutto sembra estremamente naturale. La mattina dopo, mentre cercavo di allontanarmi in qualche modo, vedevo, si apriva una finestra a un primo piano, all'altezza proprio di me che passeggiavo, e appariva una bellissima ragazza che mi sorrideva, comunque mi voleva invitare a casa. Io ho detto che non potevo perché dovevo sposarmi con Alberto Moravia. E questa bellissima ragazza ha detto: ma sono io Alberto Moravia. Quando scrive pensa alla fama futura? Ma cioè, quando siamo morti è finita. C'è un momento di eternità nel momento in cui si scrive, questo sì. Questa eternità è una sensazione. Io non credo né agli scienziati che cercano di spiegare cos'è il mondo, no? Come è stato creato, eccetera, né ai preti. A me il mistero mi sta bene, ecco, chiaro. Mi sta bene in quanto credo che tutto sia misterioso. La vecchiaia è una malattia. Perciò, finché uno non è malato delle tipiche malattie che vengono in vecchiaia, ma che in realtà sono la vecchiaia, cioè malattie organiche, sclerosi, rincoglionimento, insomma, delle cose così, uno non è vecchio. Ora, se sarò vecchio vuol dire che sarò malato. Allora cercherò di curarmi, forse senza riuscirci. Se rinascessi, che cosa vorresti rinascere? Vorrei rinascere, ma in fondo vorrei rinascere un pesce. Il mare mi piace molto. Il ritorno alla madre. Forse sì. No, un pesce, un bel pescione. Tartaruga? Tartaruga vive 200 anni, questo è vero. 1, 2, 3. Caffè, caffè, caffè. 4, 5, 6. Lei, lei, lei. 7, 8, 9. Piove, piove, piove. 0, nero. Je ne veux connaître ni votre passé, ni votre présent, ni votre avenir. Je ne veux rien savoir de vos opinions sur la politique, sur l'amour, sur l'art, sur les femmes, sur les hommes, sur l'Italie, sur les États-Unis, sur le cinéma, sur la religion, sur la cuisine, et ainsi de suite. Cela ne m'intéresse pas non plus d'apprendre comment vous vivez, ni avec qui vous vivez, quel film vous avez interprété jusqu'ici,
ni quels sont vos projets pour le mois ou l'année qui vient. Bref, rien de ce qui constitue le contenu incontournable, semble-t-il, des interviews ne m'intéresse. L'interview s'est déroulée de façon un peu comique. J'étais très timide. J'ai toujours été introvertie. Nous étions tous les deux dans son bureau. Il s'était assis devant sa machine à écrire. Il tapait ses questions et mes réponses. La machine ne cessait de tomber par terre. Il était tellement ému. Il avait donc décidé de me décrire comme un objet dans l'espace. C'était une commande de la revue Esquire. Son idée était de ne pas m'interroger, de m'interroger que sur mon corps. On voit à quel point ces questions m'embarrassaient. Il me demandait ce que je faisais dans ma salle de bain ou dans mon lit. C'est ce qui rend cette interview unique. Comme il est allé jusqu'à me pousser à raconter mes rêves, j'ai révélé, malgré moi, une partie essentielle de ma vie intime que j'avais jusque-là dissimulée. Le rêve du bébé qui tombe. Alors, probablement, face à Moravia, ai-je retrouvé une forme de liberté dans ma façon de répondre à ces questions obsessionnelles. Il m'était très difficile de décrire mon propre corps, mais quelque chose de mon besoin de révolte s'est exprimé dans le récit de mes rêves. Ma chère Claudia, je vais vous demander de répondre à une interview un peu particulière. Vous devez accepter d'être réduite à l'état d'objet. Quelle sorte d'objet? Objet au sens de contraire de sujet. C'est-à-dire non pas un objet quelconque, mais précisément cet objet-ci que vous pouvez être et que vous êtes effectivement. Un objet comme cette table, ce fauteuil, ce livre? Exactement. Tout à fait un objet de ce genre. Autrement dit, je ne veux connaître ni votre passé, ni votre présent, ni votre avenir. Et pourquoi ça ne vous intéresse pas? Parce qu'il s'agit de sujets liés à l'opinion de chacun, incertains et changeants, dépendant des pressions de l'environnement, dont par surcroît il est impossible de vérifier l'exactitude. Autant d'éléments qui ne vous caractérisent en rien et même vous assimilent à des millions d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui me caractérise alors? Ce qui vous distingue des millions d'autres personnes, c'est votre apparition comme objet naturel. Mais ce qui va en résulter, est-ce que ce ne serait pas une description de passeport ou de carte d'identité? Très juste. Il en résultera une description de passeport, de carte d'identité, mais un peu plus détaillée et plus précise. Vous croyez que si à la place de vos traits physiques, le passeport contenait vos goûts, vos idées, votre passé, vos projets, vous seriez reconnaissable? Non. On vous trouverait partout des sosies. Pourtant, mon art d'actrice est personnel. Oui, mais pour le définir, il y a les films que vous avez interprétés et qui ne sont pas aussi manipulables qu'un passeport. Est-ce que vous vous imaginez débarquant à New York et montrant pour vous faire reconnaître tout un film à la police des frontières? Ce serait un peu long. Oui, et surtout, ce ne serait pas probant. Car dans les films, vous n'êtes pas vous-même, mais un personnage. Et ce personnage est moins défini par vous que par le cinéaste. Il est vrai qu'il y a votre art. Et comme vous le savez, rien n'est plus incertain que la valeur artistique. Mais alors, tout est incertain. Ce petit grain de beauté que vous avez sur le cou est parmi tant de choses incertaines, assurément l'une des moins incertaines. N'anticipons pas. Procédons par ordre. Donnez-moi vos mensurations. Taille. 1,69 m. Plutôt grande, non? Tour de taille? 58. Mince, mais sans excès. Tour de poitrine et tour de hanche? 95. Voilà des chiffres significatifs qui suffisent déjà à définir l'espace dans lequel se meut votre apparition. Mais il faudrait toutefois en ajouter d'autres. Lesquels? Par exemple, le tour de tête, la longueur du cou, des bras, des jambes. Dans la nature, tout est question de mesure et de proportion. Je ne connais pas ces mesures. Continuons alors. Dites-moi comment sont vos cheveux? Châtain. Châtain avec des reflets roux, légèrement ondulés, de sorte qu'ils donnent une impression de vitalité et de mouvement. Quelle sorte de coiffure avez-vous eue dans votre vie? À 4 ans, j'avais pas beaucoup de cheveux. Une boucle retenue dans un ruban, là.
À 6 ans, on me faisait une tresse autour de ma tête avec 2 macarons de part et d'autre de mon front. Puis je les ai portés en chignon. À 13 ans, je me faisais une queue de cheval. À 15 ans, à la manière de Brigitte Bardot. Les femmes jouent toute leur vie à se masquer avec tout ce qui leur tombe sous la main, y compris les cheveux. Vous ne croyez pas? Et vos oreilles, comment sont-elles? Quand j'étais petite, elles me donnaient des complexes d'infériorité parce qu'elles étaient un peu décollées, en chou-fleur, comme on dit. Vous imaginez que quand j'ai tourné dans Le Pigeon, on me les a plaquées? Et maintenant, je ne suis plus du tout complexée. Elles sont bien dessinées, sans lobes, peut-être un peu grandes, mais c'est une bonne chose, parce que de grandes oreilles, c'est un signe de longévité. En ce moment, elles sont toutes rouges. Pourquoi? Quand je m'anime, je parle, je discute. Elles rougissent souvent. Un signe de timidité, probablement. Que pouvez-vous me dire de votre front? Relevez votre frange et montrez-le-moi. Il n'est pas très haut. Il est un peu dur. Oui, il a une expression têtue, volontaire et un peu enfantine. Un front d'écolière, studieuse, réfléchie. Venons-en aux yeux. Vos yeux sont noirs. Non. Ils sont d'un marron très sombre, mais très brillants, très lumineux. Ils ne sont pas si grands que ça. Ils sont plutôt enfoncés, profonds. J'ajouterais qu'ils ont un blanc presque bleu, comme celui des enfants. Maintenant, riez, s'il vous plaît. Oh, comment faire pour rire comme ça, sur commande? Eh bien, vous voyez que vous riez. Donc, quand vous riez, vos yeux deviennent 2 fentes noires, étincelantes, avec quelque chose de gamin, de déchaîné, d'intense, de méridional. Qu'est-ce que vous savez faire encore avec vos yeux? Que voulez-vous dire? Quelles sont les expressions les plus importantes? J'en ai 4. Ils peuvent être coquins, ils peuvent être mauvais, ils peuvent être menteurs, et ils peuvent être enfantins. Si vous êtes physiquement troublé, ça se voit dans vos yeux? On me dit que je ne sais pas cacher mes sentiments. Vos yeux pleurent facilement? Il m'arrive de pleurer au cinéma quand je vois un film. Dans le noir, par conséquent, et sans raison personnelle. Le nez, maintenant. Ah, il est droit, légèrement relevé, un peu épaté là au milieu, et très étroit au niveau des narines, et il y a un petit sillon là, au bout. De la naissance du nez partent mes sourcils qui forment 2 arcs très réguliers. Sous ce nez légèrement relevé se trouve une bouche, au coin imperceptiblement tombant, comme celle de certains modèles de Michel-Ange. L'expression de cette bouche change en tout cas entièrement dès que vous riez. De dure et rustique qu'elle était, elle devient comment? Je sais seulement ce qui apparaît sur mon visage quand je ris. 2 fossettes creusent mes joues, ma lèvre se retrousse au point de toucher presque la pointe de mon nez, et mon nez est tout ridé des 2 côtés. Qui sait pourquoi? Parce que c'est un rire très franc, très ouvert, irrésistible, enfantin, dans lequel vous semblez exploser et vous défouler de votre timidité. Vous riez, dirait-on, pour communiquer, pour vaincre vos propres réticences. Quelle forme a votre visage? Mon menton est rond, ma mâchoire est petite et forme un angle obtus avec le menton. L'ensemble constitue un peu un losange ou, si l'on préfère, un triangle. Cette forme donne à votre visage un aspect particulier, comme des traits archaïques, essentiels et enfantins, tournés vers la lumière. D'autant plus qu'il se trouve posé au sommet d'un cou rond, long et fort. Vous admettez que vous avez un cou rond, long et fort, non? Oui, j'ai un long cou. Et on dit que je le tiens toujours droit, dans une attitude, comment dire, un peu hautaine, dédaigneuse. Voyons vos mains à présent. Montrez-les-moi. On ne comprend ces mains que si on tient compte du fait que le bras est très long et fin et le poignet très effilé. Comment sont vos mains, selon vous? Je sais seulement que je ne sais jamais où les mettre. Et que j'ai le tic de porter au visage ou de cacher ma bouche.
Eh bien, encore un signe de votre timidité, qui est une de vos principales caractéristiques. En attendant, comment sont-elles, vos mains? Pas très féminine, je crois. En effet, elles sont un peu dures, avec des doigts légèrement spatules. La paume n'est pas très charnue, plutôt plate même. Ce sont des mains de garçon. Comment sont vos épaules? Pleine, ronde, féminine, sans angulosité, sans salière harmonieuse. Comment est votre façon de marcher? On dit que je marche un peu comme un mannequin, Qu'est-ce que ça signifie? sans bouger les hanches, sans chalouper, toute droite et immobile. Quelle est, selon vous, la caractéristique principale de votre beauté? Et avant tout, pensez-vous être belle? Oh, je ne sais pas si je suis belle. Je crois que je suis étrange. En quoi consiste cette étrangeté? Je ne saurais pas dire. Je sais seulement que j'ai l'impression d'être étrange. Allez, faites un effort. Essayez d'expliquer cette étrangeté. Je dirais peut-être qu'elle est due à la différence entre la tête et le reste du corps. La caractéristique de votre beauté, ce que vous appelez l'étrangeté de votre beauté, vient du contraste entre l'expression enfantine de votre visage et celle pleinement féminine de votre corps. Vous êtes d'accord? Oui, je dirais que je suis d'accord. Maintenant, je voudrais décrire le processus par lequel vous disparaissez, à savoir le sommeil. Le jour est le temps de l'objectivité, débordant de choses qui se voient et qui imposent leur présence. La nuit est, elle, le temps de la subjectivité, noire et sans objet. Elle est peuplée de nos fantasmes, de nos illusions, de nos erreurs, de nos rêves. Je veux justement décrire par quels moyens, après être apparu le jour, vous disparaissez la nuit. Autrement dit, vous voulez savoir ce que je fais quand je me couche? Oui. Posez-moi des questions et j'y répondrai. Commençons par le début. À quelle heure vous couchez-vous? À 1h du matin en général. Vous dormez combien d'heures? Oh, qui sait combien je dormirais si je me laissais aller. Mais je ne dispose que de 8 heures. Pourquoi 8 heures? Parce qu'au bout de 8 heures, je dois me lever et aller travailler. Alors votre disparition de l'espace dure 8 heures, moins que celle du Soleil et en général des objets qui se dévoilent à la lumière du jour, mais plus que celle d'un insomniaque, qui doit se contenter de 2 ou 3 heures par nuit. Ça, c'est sûr. Il est évident que quelqu'un qui dort 8 heures dort plus que quelqu'un qui dort 2 ou 3 heures. Ne riez pas de moi parce que je dis des choses évidentes. Les choses évidentes sont les seules qui m'intéressent. Que faites-vous pour dormir? Comment ça, ce que je fais? Bien ce que je vous dis, que faites-vous pour dormir? Enfin, je me déshabille et je me couche. Arrêtons-nous un instant sur ces deux mots. Vous vous déshabillez et vous vous couchez. D'après vous, que signifie se déshabiller? Se déshabiller signifie enlever ses vêtements. Dans un sens immédiat, matériel. Mais se déshabiller veut dire aussi autre chose. Quand le soir, vous vous déshabillez pour aller au lit, dormir, autrement dit pour disparaître de l'espace, vous, très logiquement, commencez à vous défaire de tout ce qui vous ancre dans le temps, qui vous rattache à l'histoire, à savoir de vos vêtements. Pour disparaître de l'espace, vous disparaissez avant tout du monde. Les vêtements sont le monde. Moi, le soir, les vêtements m'agacent. Je suis impatiente de m'en libérer. Vous faites alterner toutes les 24 heures, 12 heures durant lesquelles vous essayez d'être dans le temps et 12 autres durant lesquelles vous essayez d'être hors du temps. Mais ce ne serait-il pas plus simple de dire que pour dormir, il faut se déshabiller parce qu'on dort mieux déshabillé qu'habillé? Que portez-vous la nuit au moment où vous entrez dans votre chambre? Je ne sais pas, moi, ma fourrure, ma robe, mes sous-vêtements, mes chaussures, mon chapeau. Et quelle sensation éprouvez-vous en enlevant ces affaires? Je vous l'ai déjà dit, un soulagement. Un soulagement. Dans quel ordre vous les enlevez? Comment ça, dans quel ordre? Vous enlevez d'abord vos sous-vêtements, ensuite votre robe et votre fourrure, ou le contraire? Ah, vous me faites rire. Pourquoi? Vous dites des choses drôles. Comment peut-on enlever d'abord ses sous-vêtements, ensuite sa robe et sa fourrure? Les sous-vêtements sont sous la robe et sous la fourrure.
Et on est bien obligé d'enlever d'abord la fourrure, et ensuite la robe, et enfin les sous-vêtements. Nous devons donc faire une première distinction Laquelle? entre les vêtements dans lesquels vous vous présentez dans le monde et les vêtements dans lesquels vous ne vous présentez pas dans le monde. Autrement dit, entre les vêtements et la lingerie intime. En quoi consiste cette distinction? Les vêtements concernent votre vie sociale, culturelle, historique, publique. Votre linge intime, votre vie intime, justement, c'est-à-dire privée. Pour dormir ou disparaître, vous procédez du public au privé, de l'histoire à l'intimité, c'est-à-dire que vous vous défaites avant tout des vêtements qui sont votre vie en public et, dans un deuxième temps, de votre lingerie, qui est votre vie en privé, et non le contraire. Ce qui veut dire Que se défaire de ces vêtements, c'est se dépouiller de tout, s'abolir, du moins en ce qui concerne les êtres humains. S'abolir en tout ce qui est public, s'abolir en tout ce qui est privé. pourtant une femme sans vêtements est encore une femme. Revenons à vous. Maintenant, vous vous couchez. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, fondamentalement, se coucher? Ça veut dire ce que ça veut dire. Se mettre sous les couvertures, s'allonger. Voyons ce qui arrive une fois que vous vous êtes couché. C'est-à-dire une fois que vous vous êtes mise dans la meilleure position pour disparaître. Rien n'arrive. J'éteins la lumière. Vous savez ce que ça veut dire, éteindre la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? Produire l'obscurité. C'est-à-dire abolir la lumière qui est la première condition pour que les objets existent. Le jour est plein, la nuit est vide. Mais ce n'est pas parce que j'éteins la lumière que je cesse d'exister pour autant. Voyons si c'est vrai. Une fois la lumière éteinte, est-ce que par hasard, vous vous touchez les bras, les jambes, la poitrine, pour être sûr que vous êtes là? Non, absolument pas. Mais vous prendrez en tout cas une certaine position, n'est-ce pas? Pour vous endormir le plus vite possible. En effet, Dans quelle position vous mettez-vous? Voyons. sur le côté droit, avec le dos d'une main à la hauteur du visage et l'autre main passée sur l'avant-bras opposé et le bras à travers la poitrine, le corps recroquevillé et enroulé sur lui-même et les genoux près de mon menton. Nous avons dit que durant la veille, le corps apparaît dans l'espace. Logiquement, nous devrons dire que durant le sommeil, il disparaît et que les positions qu'il prend servent précisément à le faire disparaître. Disparaître? De quelle manière? Disparaître de la conscience, c'est-à-dire au fond, disparaître absolument. Bref, vous voilà endormi. Mais moi, quand je dors, je rêve parfois. Et donc, puisque je rêve, j'existe. Parlez-moi de vos rêves. Je vous raconterai un rêve que j'ai fait plusieurs fois. En quoi consistait-il? Je rêvais que je tombais d'une fenêtre avec la sensation de m'enfoncer dans le vide absolu, Et ensuite? d'être réduite en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Oui, de sentir que mon corps heurtait le trottoir et que, sous le choc, il éclatait en 1000 morceaux. C'était une sensation désagréable? Une sensation étrange. En 1000 morceaux, comment? Que je me brisais. Comme un vase en verre ou un autre objet fragile? Non, comme un corps humain, comme mon corps. Et quoi d'autre? Je me rappelle parfaitement le moment où je tombais. Je touchais terre en tombant, Avec quelle partie du corps vous touchiez terre? avec la tête. Et ensuite? Ensuite, j'entendais le bruit énorme et sourd de mon corps qui s'écrasait au sol et se brisait en 1000 morceaux, et je me réveillais. Vous vous sentiez bien en vous réveillant ou vous étiez effrayé et angoissé? Effrayée et angoissée, mais pas trop. D'autres rêves? Parfois, je fais des cauchemars. De quelle sorte? Je vois des objets très éloignés, distants et parfois précis, nets. Quels objets? Par exemple, la couverture du lit qui, au lieu d'être à côté, est très loin. Et ensuite? Le téléphone, tout au fond, au fond. Au fond de quoi? Au fond du noir, au fond de l'infini. Ces objets restent éloignés ou ils bougent et se rapprochent? Parfois, ils sont trop près. Ils sont sur moi. La couverture, je l'ai en plein dans les yeux. Et le téléphone sur mes pupilles. Quelle sensation éprouvez-vous pendant ces cauchemars? De vide.
de nausées. Et vous vous réveillez. Pas toujours. D'ailleurs, ces choses angoissantes m'arrivent même quand je ne dors pas. Quand? Surtout le soir, avant de m'endormir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'arrive plus à donner une mesure aux choses autour de moi. À savoir? Par exemple, j'ai l'impression que ma table de chevet est très loin, alors qu'elle est là, près du lit. Vous ne l'évaluez pas alors, la distance? Si, je l'évalue. Comment expliquez-vous ces choses? Je ne les explique pas, parce que je ne les comprends pas. Vous ne rêvez jamais d'êtres humains? Si, il m'arrive de rêver d'acteurs. Vous ne rêvez pas de l'homme que vous aimez, ou que, du moins en rêve, vous avez l'impression d'aimer? Je ne rêve jamais de choses personnelles. Je rêve de choses absurdes. Par exemple? Une fois, j'ai fait un rêve. J'étais sur un balcon au 5e étage. Et tout d'un coup, une bourrasque a emporté et précipité en bas un enfant de 3 ans qui se trouvait sur le balcon. Et alors, complètement affolée, je descendais au rez-de-chaussée, à la recherche du corps de l'enfant. J'arrivais dans la rue et je demandais à tous les passants où l'enfant était tombé. À la fin, je trouvais sous une arcade métallique un lambeau de ses vêtements. Et alors, je continuais à chercher le corps en pleurant. Et finalement, on me disait qu'il avait été transporté dans un endroit. Je crois à l'hôpital. Et en tout cas, il n'était pas mort, quoiqu'il soit tombé du 5e étage. Alors, j'allais le visiter à l'hôpital. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Toujours des corps qui tombent. Le vôtre, celui de l'enfant. Oui, Habillés ou nus, ces corps? l'enfant habillé, Et vous? moi, nue. Maintenant, dites-moi, quel rapport ces rêves ont-ils avec ce que vous êtes la veille? Je ne saurais pas le dire. Moi, je vais vous le dire, aucun. C'est justement ce fait qui vous permet de les rêver. Mais continuons. Vous vous êtes couché à 1h du matin et vous vous êtes tout de suite endormi. Rêve ou pas, que faites-vous à 2h? Je dors, À 3h? je dors, À 4h? je dors, À 5h? je dors, À 6h? je dors, À 7h? je dors, À 8h? je dors. À 9h? Je me réveille. Vous vous réveillez. Autrement dit, vous apparaissez d'abord à vous-même, puis aux autres. Que cela soit bien clair. C'est très clair. Voyons donc de quelle façon vous réapparaissez. Instinctivement, Que signifie instinctivement? par instinct, Comme les animaux alors. si vous voulez. Et ensuite, que faites-vous une fois réveillé? Je reste dans un état de somnolence. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, une demi-heure. Que faites-vous pendant cette demi-heure? Je tourne et je me retourne dans mon lit. Autre chose? Je m'abandonne à des rêveries agréables. Dans quelle position êtes-vous? Tantôt sur un côté et tantôt sur l'autre. Les yeux fermés? Oui, Dans le noir? oui, oui, dans le noir. Après cette demi-heure de torpeur, que faites-vous? Vous allumez la lumière. Non. J'appelle Qui appelez-vous? toute ma famille. De quelle façon? Ben, je hurle. Papa, maman, et les prénoms de mes frères et ma sœur. Et ils viennent. Oui, ils viennent tous. La pièce se remplit de monde. Où se mettent-ils? Ils se mettent sur le lit autour de moi. Et vous, que faites-vous? Jusqu'à ce qu'ils m'apportent mon petit déjeuner, je reste bien blottie sous les couvertures. Et une fois qu'ils vous l'ont apporté? Je m'assois sur le lit. Pendant que vous déjeunez, vous parlez? Oui, De quoi? de tout. Après le petit déjeuner, vous restez au lit? Si je ne travaille pas, je peux rester au lit jusqu'à 10 heures. À cette heure, qui parmi vos parents est resté dans la chambre? Ma sœur, Donc vous vous levez. Que faites-vous en vous levant? je demande une robe de chambre. Et ensuite, Je vais m'asseoir devant le miroir de ma coiffeuse, vous aimez vous regarder dans le miroir? ben, quand c'est nécessaire. Que faites-vous devant le miroir? Je remonte mes cheveux et je mets un bonnet en dentelle. Et vous allez prendre un bain. Oui, je vais prendre un bain. Combien de temps restez-vous dans l'eau? Ben, normalement, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition et donc j'y reste peu. Quand j'ai le temps, j'aime bien y rester longtemps. Combien de temps? 20 minutes, une demi-heure. Une fois sorti du bain, dans quel ordre vous vous habillez? À vrai dire, avant de m'habiller, je m'assois en robe de chambre devant ma coiffeuse et je me maquille. Avant tout, j'essaie de tirer mes cheveux en arrière, puis je me nettoie les yeux avec une huile spéciale.
Ensuite, je passe une lotion sur le visage. Ensuite, je me mets de la poudre. Je me farde les yeux, d'abord au crayon, puis je repasse tout avec du mascara liquide, et à la fin du rímel. Et ça suffit. Le maquillage est terminé. Après le maquillage, que faites-vous? Je défais mes cheveux. Je les brosse soigneusement. Je me mets un peu de parfum sur le cou, sur mes cheveux, sur mes mains et derrière les oreilles. Que se passe-t-il une fois que vous vous êtes parfumé? Et j'enlève ma robe de chambre. Je vais dans ma garde-robe et je choisis les affaires que je dois porter ce matin-là. Ensuite, je retourne dans ma chambre et je m'habille. Dans quel ordre? En tout premier, mes sous-vêtements, puis ma robe. Et vos chaussures? Je les mets en dernier. Et votre chapeau? Le chapeau après les chaussures. Bref, vous faites le contraire de ce que vous faites le soir quand vous vous couchez. Oui, le contraire. Le matin, en premier lieu, vous vous représentez dans l'espace en vous réveillant. Et ensuite, dans le temps, en vous rhabillant. La conscience de votre propre corps le matin vous permet de réapparaître dans l'espace. D'abord, quel effet croyez-vous que produise votre apparition? Sur qui? Vous êtes actrice, donc sur les spectateurs. Ils me voient comme une figure énorme, imposante, très grande, majestueuse, monumentale. Ça vous plaît d'être perçu ainsi? Ouais, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que ça me plaît d'être perçue telle que je ne suis pas dans la vie. Qu'êtes-vous dans la vie? Dans la vie, je suis une fille ordinaire, comme toutes les autres. Vous aimez votre corps? Je ne me déplais pas, mais je ne m'adore pas. Je ne suis pas narcissique. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez? En quel sens? La partie qui vous semble mieux exprimer ce que vous êtes. Les bras. Pourquoi? Je pense que mes bras expriment bien ce que je suis et ce que je ressens. Expliquez-vous. Vous voyez, je remue beaucoup les bras. Constamment. Oui, constamment. Quand je parle ou quoi que je fasse, je remue les bras. Vous les remuez dans la mesure où il est nécessaire que vous les remuiez. Non, je les remue sans nécessité. C'est-à-dire indépendamment de ce que je fais. Par exemple, si je parle et que je ne remue pas les bras, il me semble que je n'ai pas tout dit. Quelle est votre habitude préférée avec les bras? Croisés, main sur l'épaule, sur le visage, tourné de profil, avec le menton appuyé sur l'épaule. Ça vous donne pas le torticolis? Non, au contraire, c'est une position qui me repose. Je bouge tous les bras, même quand je voudrais les garder immobiles. Regardez par exemple, maintenant que vous me posez des questions et que je pense à ce que je dois répondre, je remue mes bras sans le vouloir, malgré moi. En fait, vous avez serré vos bras autour de la poitrine. Qu'avez-vous voulu exprimer par ce geste? J'imagine un sens de fermeture, de défense, d'hermétisme. Vous avez peur que je m'introduise en vous, que je fouille à l'intérieur? Non, c'est instinctif. Je vous ai déjà dit que pour moi, vous n'êtes qu'un objet qui apparaît dans l'espace. Ce qu'il y a à lire en vous est écrit sur votre personne, d'une manière peut-être obscure, mais certainement pas indéchiffrable. Je crois que mon interview est terminée. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. Alors merci, Claudia. Pourquoi, contrairement à ce qu'il devait faire avec Sophia Loren, ne m'a-t-il pas interrogé sur ma carrière, mais seulement sur mon corps? En me relisant, je mesure combien j'étais gênée. Mais heureusement, il me fait quelques compliments pour ce que je lui dis. Je me demande si sa façon de me faire parler, non seulement de mon apparence, mais de l'apparition et de la disparition du corps, ne venait pas de ses propres difficultés à vivre dans son corps, puisqu'il avait été gravement malade dans sa jeunesse. Il y a une étrange coïncidence. Juste après cette interview, j'ai tourné dans 8,5 de Fellini, et j'y suis précisément une apparition. Mais j'y suis moi-même en même temps, sous mon nom, Claudia Cardinal. Je suis Claudia Cardinal et cette femme qui apparaît en semblant voler, suspendue en l'air. Pour Fellini,
J'étais, me disait-il, sa muse, celle qui lui donnait son inspiration. Fellini venait tous les matins me chercher en voiture avant le tournage. Nous allons jusqu'à Ostia. Il me disait qu'il avait besoin de ce rite. Il me parlait, me parlait. Je restais muette près de lui. J'étais paralysée. Il me disait que j'appartenais à l'Afrique, à la terre, et que j'étais une magicienne.